Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024. Donc déjà, je vous souhaite une merveilleuse année. Je vous souhaite tout ce qui peut vous arriver de meilleur, en espérant que nous, elle sera un peu mieux que cette fin d'année 2023, qui fut un petit peu compliquée à cause des conditions météo notamment et quelques petits soucis divers et variés. Mais j'ai un bon pressentiment pour 2024. Je sens que ça va être une sacrée année et surtout on va la vivre ensemble. Et c'est ça qui est super parce que vivre sa passion, c'est merveilleux, mais la partager, c'est encore mieux. Dans cette vidéo, on va parler du premier semis de radis de l'année. À la fin, on va évoquer quelques petits ennuis que j'ai eu avec mon chariot élévateur pour bien commencer l'année. Mais je vous rassure, rien de grave. Et puis on va tout de suite commencer avec l'arrachage des carottes d'hiver. Et quoi de mieux pour parler de ça que d'introduire cette vidéo avec le premier semis de l'année qui a été fait en novembre. Silence, ça pousse. Aujourd'hui, je vous montre le chantier de récolte de carottes. Alors, les carottes, comment ça se passe chez nous? Alors déjà, il faut savoir que nous, on récolte jamais pour conserver. Enfin, du moins, pas de conservation longue. On a déjà essayé de les récolter, de tout récolter en octobre pour essayer de conserver le plus longtemps possible. Alors après, ça ne nous a pas réussi. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs qui réussissent très bien à les conserver sur le long terme. J'avoue que nous on n'y arrive pas, et même quand on y arrive, et une fois qu'on lave les carottes, on n'a plus le même aspect visuel, donc ça nous dérange un peu. Et puis bon, la conservation au champ comme ici, c'est dans l'air du temps, puisque forcément ça consomme beaucoup moins d'énergie. On ne doit pas les mettre en frigo pour les garder au froid pendant tout l'hiver et tout le printemps. Donc pour vous expliquer le contexte, un contexte très humide, comme les mêmes problèmes qu'avec le poireau. D'habitude en fait on passe avec le tracteur à cheval sur 2 rangs de carottes, et puis on les arrache avec une lame souleveuse. C'est une lame qui passe en dessous des racines, qui lève la terre et les carottes, et donc du coup ça déracine les carottes. On n'a plus qu'à les tirer facilement, couper, enlever, craquer la fan, ouais, et mettre les carottes en caisse. Et ensuite on met tout dans les palox. Malheureusement la lame, j'arrive pas à passer. On voit là où il y a de l'eau, j'ai essayé de passer avec ma lame souleveuse et je m'enfonce, donc je fais du sale boulot. Les rangs d'à côté ils sont piétinés à moitié, donc c'est même pas la peine. Donc faut savoir également que la carotte, c'est un légume qui est sensible au gel. Donc un des inconvénients de le garder l'hiver, c'est la sensibilité au froid. Et donc pour gérer ce problème, on a ce type de voile. Donc ici c'est un P30, donc c'est un voile à 30 grammes par mètre carré, contrairement au P17 qui sont à 17 grammes par mètre carré. Donc c'est un voile un peu plus dense qui protège très bien du gel jusqu'à facilement moins 10, moins 15, voire même peut-être plus, même si c'est des températures qu'on rencontre pas du tout, enfin plus du tout du moins. Après peut-être que ça reviendra. Donc on voit ici bien le semis de carottes, comment il a été effectué. Donc pareil que sur les poireaux, on réalise des buttes à pommes de terre sur lesquelles on va venir semer directement sur la butte. Donc là on voit ça a été semé en double ligne. Bien les 2 lignes de carottes. Deuxième point inconvénient de la carotte en conservation, c'est quand on a ce type de météo et qu'on a de l'eau qui stagne dans les buttes. La carotte déteste être les pieds dans l'eau. Donc là vous voyez, il n'y a aucun problème puisque la surface est humide, n'est pas trempée. Donc ça veut dire qu'il y a la respiration. Par contre, dès que vous avez de l'eau dans les buttes plus de 24-48 heures, là vous pouvez être sûr que quand vous allez sortir la carotte, le bout ici il sera mou, pourri. Et ça, on a eu un petit peu le problème
là-bas dans une zone qui est un peu mouillée. Et c'est également pour cette raison qu'on a d'abord arraché là-bas. C'est un point un peu plus bas. L'eau elle coule en fait par là-bas. Quand il y a beaucoup d'eau, ça ravine vers cette basse-là. Et donc là, pour s'assurer qu'on n'ait pas d'eau qui reste stagnante dans le champ de carottes, on a fait une installation de pompage. Donc on a creusé un petit trou dans lequel on a mis une petite pompe. Et au fur et à mesure que le niveau monte, si le niveau monte, hop, ça va faire monter le flotteur. Ah oui, là j'ai débranché la pompe donc ça va pas marcher. Mais la pompe se met en route et ça envoie l'eau dans le fossé. Parce que là de toute façon le sol est beaucoup trop gorgé. On a des petites parcelles avec des cuvettes, bah, tu peux être sûr que quand il pleut, bah, l'eau elle stagne, quoi, enfin, l'eau elle coule avant de pénétrer dans le sol. Et du coup ça fait des zones inondées et la carotte peut pas conserver dans ces conditions. Alors ça c'est une des problématiques du maraîchage on va dire conventionnel, c'est qu'on a besoin de travailler la terre de façon assez intensive. Là quand on crée des structures comme ça, des buttes bien fines, avec de la terre bien fine et bien compacte, parce que la graine, la carotte c'est une toute petite graine qui a besoin vraiment un bon contact avec de la terre fine pour germer facilement. Et le fait de créer ce genre de structure, c'est vrai que ça a un peu tendance à limiter l'infiltration de l'eau. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, si on avait par exemple ici une pâture de quelques années, je suis sûr qu'on n'aurait pas besoin de gérer l'eau, on n'aurait pas, même la basse, elle serait pas trempée, quoi. Et puis on le voit même une année où je mets du blé ici, où je mets enfin une culture d'hiver, mais sur toute la partie où j'ai pas forcément de passage, où j'ai un travail du sol qui est pas forcément intensif, et bah, c'est des zones où j'ai pas d'inondation. Donc on voit bien que le travail intensif en maraîchage, il pose problème aujourd'hui dans la gestion de ces excès climatiques. Alors définir la température minimale que peut supporter une carotte, c'est assez difficile. Il y a plusieurs écoles, on va dire. Certains aux premières gelées s'inquiètent, d'autres parlent de -5. C'est assez compliqué, je pense que c'est assez variable aussi en fonction de l'humidité du sol. Plus c'est humide, plus la tendance à prendre le gel est importante. Et puis de toute façon en présentation, ici tout ce qu'il y a à découvert, toute la partie qui est en dehors de la terre, forcément, si vous avez -2, là à ce niveau là, il gèle pas. Par contre là c'est directement au gel. Et ce qui peut arriver, même si la carotte elle va pas pourrir, ça peut commencer à fêler ici au niveau du collet sur le premier centimètre, et ça c'est pas beau, quoi. C'est pas beau au niveau présentation visuelle. Donc du coup ce qu'on fait, c'est que dès qu'ils annoncent des gelées, allez on va dire supérieur à -1 quand même, parce que quand il fait -1 on a quand même un peu de feuillage qui protège. Mais bon, dès que ça dépasse les -1, hop, le voile il est là, on recouvre. Donc là on a déjà couvert une fois cette année, il a fait c'est descendu à -3,5, -4 quasiment. Et par contre après maintenant il fait assez doux. Donc ce qui est important, c'est que quand il fait doux comme ça, il faut découvrir. Parce que sinon il fait beaucoup trop chaud. D'ailleurs on l'a vu quand j'ai ouvert, le dessous de la bâche il était limite chaud. Et ça, chaud plus l'humidité du sol comme ça, c'est un nid à problème au niveau maladie, au niveau conservation. Voilà, je rejoins les gars à l'arrachage. Et donc comme j'avais expliqué, étant donné que la soulèveuse elle passe plus, on y va à l'ancienne avec la pelle.
Polo il arrive à la rescousse pour sauver les carottes. Voilà, comme ça à 3 nous on va les arracher et Polo il va tout soulever. Alors, je vais chercher un autre palox pour finir la parcelle, enfin le petit bout de parcelle. J'en profite pour vous présenter les 3 variétés qu'on a ici, du moins cette année, en carottes de garde. Donc carottes de garde, c'est les carottes d'hiver et d'automne. Donc 3 variétés, la Nérac, la Norway et la Maestro. Alors la Maestro c'est la référence en termes gustatifs. La Nérac c'est la référence en termes de conservation. Alors je pense qu'en termes de conservation ils entendent quand ils disent ça, c'est au niveau conservation au frigo. Après je vois qu'au champ ça conserve très bien aussi. Ça conserve très bien quand je compare par rapport à la Maestro, par rapport à l'humidité, les zones basses, etc. Elle est moins sensible au pourrissement. Et puis enfin la Norway, c'est un peu la cousine de la Nérac. Je trouve un peu moins bien au niveau rendement. Et je pensais justement arrêter la Nérac pour des raisons gustatives. Mais en fait quand je fais des comparaisons avec la Maestro, honnêtement je vois pas beaucoup de différence. J'ai fait des dégustations à l'aveugle. Et ça me choque pas la différence. Donc du coup, comme c'est une variété qui me plaît bien au niveau rendement et puis conservation au champ, je vais la garder. Et la Norway du coup je l'arrête. La Maestro je vais la garder mais en semis un peu plus précoce, que je vais essayer d'arracher avant les premières grosses pluies on va dire. On va essayer d'avoir fait ça pour fin octobre quoi. Quand les conditions au champ sont, quand les champs sont bien praticables. J'enlève le palox. Bon, le soleil ça pique mais ça fait du bien. C'est assez rare en ce moment. Donc je garde la Maestro pour ça. La Norway j'ai dit j'arrête. Et une nouvelle variété que j'ai essayé aussi cette année dans un autre parc, c'est l'Eskimo. C'est une variété qui est aussi orientation gustative et qui a un gros avantage, du moins théorique, ce qui est annoncé par le semencier, c'est sa résistance au gel jusqu'à -10. Donc si cela est avéré, c'est un point intéressant pour nous, puisque ça m'éviterait de la couvrir. Donc comme ça, ce que je ferai, Maestro que je récolte rapidement, Nérac que je couvre et que je récolte en dernier, et l'Eskimo que je laisse au champ jusqu'au printemps. Et comme ça, 3 bonnes variétés. On met pas tous les œufs dans le même panier. Et normalement, ça déroule. On profite de ces très rares mais très beaux rayons de soleil. Alors à présent, je vais vous parler de la culture du radis. Alors le radis, c'est une culture qui est assez simple et surtout très rapide. C'est certainement le légume qui est le plus rapide à cultiver, puisque en période chaude, on va dire l'été, on peut avoir des radis en moins de 20 jours. Alors ici, on se retrouve à côté de mon stock de graines, parce que je vais choisir la variété de radis que je vais utiliser là maintenant pour faire un semis, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc il faut choisir une variété adaptée à la période. Donc nous on a fait le choix de la simplification comme d'hab, avec 2 variétés essentiellement, parfois 3, j'ai encore un stock avec une 3e semence, mais je pense que on peut faire l'année avec 2 variétés. Donc j'ai une variété précoce qu'on va utiliser d'ailleurs aujourd'hui comme on est en hiver pour les jours courts, et une variété tardive pour les jours longs. Alors la variété précoce en fait, elle va permettre de faire son cycle plus rapidement, malgré que les jours soient courts, que le temps est frais, qu'il y a un manque de luminosité, contrairement à une variété tardive qui va mettre plus longtemps à faire son cycle, parce qu'on va la mettre dans des jours plus longs, jours plus chauds. Et si par exemple on mettait une variété précoce sur des créneaux à jours longs et chauds,
et bah ça marcherait, sauf que on pourrait récolter pendant un jour et le lendemain les radis seraient déjà trop gros, tellement ça va vite. Et même avec des variétés tardives en été, généralement quand c'est bon à récolter, ça dure une semaine, pas plus quoi, hein. Généralement c'est 4-5 jours de récolte, et après faut les avoir récoltés, sinon malheureusement ça repart en terre parce qu'ils deviennent trop gros. On a deux variétés principales ici sur la ferme. On a d'abord l'Artus, qui est une variété précoce pour les jours courts, c'est-à-dire qu'on va semer maintenant. Et le Fluo, qui est une variété très polyvalente, qu'on peut utiliser quasiment toute l'année, enfin le reste de l'année. Donc sur les créneaux printemps, été, automne. Alors après, en jours très chauds l'été, c'est vrai que c'est un peu, ça va très vite. Donc du coup, j'ai encore un petit peu d'expo aussi. J'en mets pas beaucoup, mais vraiment sur des créneaux très chauds. C'est intéressant parce que je gagne je vais gagner 1 ou 2 jours de récolte. Alors les radis, on les sème avec les bras. Vous me mettrez une note sur 10 pour la partie humoristique. Trêve de plaisanterie, je vous présente le semoir Ebra 1 rang mécanique. Le partenaire idéal du maraîcher diversifié, de par sa polyvalence, sa facilité d'accès, la facilité à changer les graines, changer les disques, etc. Bon, j'ai également un semoir pneumatique en 2 rangs tiré par un tracteur, mais ça vous le verrez dans d'autres vidéos parce qu'on l'utilise plutôt pour des travaux un peu plus conséquents. Mais dès qu'il y a des petites surfaces à faire, on fait ça avec ce semoir 1 rang mécanique. Et c'est beaucoup plus facile parce que là j'en ai pour 2 minutes à le préparer. Je l'amène dans la serre, je n'ai pour 10 minutes à semer. Et puis après j'ai fini quoi. Si je devais aller avec le gros semoir, je dois l'atteler, aller ouvrir les serres, faire les réglages du semoir. En plus il y a 2 compartiments à remplir puis à vider. Donc voilà, enfin, ça vaut pas le coup. Donc on fait beaucoup de choses avec ce petit semoir là. Comment ça marche? Alors on a un opérateur qui pousse ici le manche, en général c'est moi. Du coup, la roue ici, elle entraîne ce pignon là, et ce pignon par un renvoi d'angle va entraîner la rotation de cet axe ici, sur lequel on dépose notre disque, le disque choisi au préalable en fonction de la taille des graines. Ici, on prend ce type de disque là, parce que les graines de radis c'est assez gros. On remet la vis pour serrer le disque contre la paroi. Et on verse les graines. Je vais faire avec ça. Voilà un peu la taille des graines de radis. Alors là, habituellement, on est censé faire le réglage de densité. Donc on fait son réglage en fonction des pignons. Et on met ensuite un bac en dessous. On fait un tour de roue, en sachant qu'ici, un tour de roue égale 1 mètre. Et donc après, en fonction de ce que j'ai dans mon bac, je vois combien de graines j'ai au mètre linéaire. Mais comme j'ai l'habitude de semer les radis, je connais mon réglage. Et donc ça va aller comme ça. Bon, d'abord je vais fermer les volets latéraux, parce que sinon on va pas s'entendre avec le vent. C'est la serre que je laisse tout le temps ouverte pour l'aération de la mâche. Alors si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, j'avais dit que normalement ici, après la mâche qui est au bout, je devais mettre des épinards. Finalement j'ai changé d'avis, ce sera des radis. Et comme là ça fait un peu trop de surface pour mon semis de radis, je vais diviser la parcelle en 2. Et plutôt que diviser dans la longueur, je vais diviser ici dans la largeur, donc je vais couper au milieu. Et je vais semer les 3 mètres là-bas. Comme ça, pour le prochain semis de radis, ça va être dans 1 mois je pense. La partie ici, je pourrais la retravailler avec la même rotative que dans la précédente vidéo sur 3 mètres.
Alors ça m'amène à vous parler de la cadence de semis en radis, c'est-à-dire le nombre de jours qu'on va laisser entre deux semis. Pourquoi? Pour avoir comme objectif de fournir le magasin régulièrement avec des radis de taille standard. Donc en hiver, on peut semer avec une cadence faible, c'est-à-dire tous les mois par exemple, alors qu'en été, on va faire des semis jusqu'à tous les 4-5 jours. Alors la cadence de semis va aussi imposer un changement de quantité de graines à semer, puisque l'hiver, vos radis vont devenir trop gros moins rapidement, vous aurez plus de temps pour les récolter, ce qui veut dire que vous pouvez en semer plus, tandis que l'été, les radis deviennent très gros trop rapidement, donc du coup on doit en semer beaucoup moins, mais beaucoup plus souvent, pour étaler la production. Donc là, on va commencer à semer. Donc je vais pas m'embêter. Donc sur les 3 mètres, moi je vais suivre les lignes du rouleau marqueur. Et grosso modo, en fait, en radis, l'idéal, c'est d'avoir à peu près 10 cm entre chaque ligne. Voilà, on a peut-être un petit peu plus. Ouais, on doit avoir 12-13 cm. Et après, sur le rang, on peut environ mettre une cinquantaine de graines. Alors moi je m'embête pas trop, j'ai mis quasiment mon réglage au maximum, donc le grand pignon à l'avant, c'est comme pour les vélos, et quasiment le plus petit à l'arrière. Donc après ça dépend le nombre de graines qu'il va me prendre ici. Des fois il peut prendre 2 graines, mais ça c'est pas très grave, elles s'étalent, les radis même s'ils sont collés, ils arrivent à grossir. Donc ici on voit la route devant qui entraîne ici comme tout à l'heure. Ensuite, par la rotation, le disque tourne et entraîne les graines dans ces petits crans pour les jeter à l'arrière. Ici, le petit soc aura creusé un petit sillon. La graine tombe, comme je l'ai dit, ici. Et ici on a 2 petites pattes qui viennent refermer. Et en fait on ajuste la profondeur de semis avec cette vis là, qui va agir sur cette roue là. Si on serre, ça fait baisser la roue et donc ça relève l'ensemble. La profondeur de semis diminue. Et si on dévisse, la roue remonte, le soc donc baisse et la profondeur de semis augmente. On va tout de suite arroser les radis et puis la mâche qui est au bout. Donc je vous montre ici vite fait la station d'irrigation. Je vous en parlerai plus tard, sinon la vidéo elle fera encore plus de 30 minutes. Donc juste que je dois démarrer la pompe ici qui pompe dans la mare. Donc là elle est réglée sur 3,9, j'ai pas besoin, je vais mettre 3,8 bars. Et dès qu'elle atteint sa pression, elle s'arrête. Donc là-bas j'ai ouvert la vanne pour la ligne. En fait il y a 2 lignes d'aspersion. Il y en a une sur la première moitié, une sur la deuxième moitié. Donc j'ai ouvert la deuxième vanne. Et puis le général de la serre il est là. Et après on contrôle toutes les sorties, parce que des fois il y en a qui sont bouchées. Et là ça a l'air pas mal. Allez, pour vos beaux yeux je vais me mouiller. Bon là on va arroser pendant une petite demi-heure je pense, histoire de bien imbiber la surface et qu'après on n'ait pas à re-arroser par la suite. Comme on dit, toujours éviter les arrosages quand il y a du feuillage. Donc vaut mieux faire une bonne réserve sous le pied
Et après, en hiver, on est tranquille, on n'a plus besoin d'arroser. Eh ben, je vous souhaite la bienvenue au royaume des emmerdes. Encore une connerie. On voit pas bien là. J'ai pas assez écarté les rampes. Ce qui fait que j'ai pas vérifié forcément parce que je veux toujours me dépêcher. Et là j'ai ma roue qui est un peu dans le vide. Donc du coup j'arrive ni à avancer ni à reculer. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est avec la fourche de basculer un peu sur le haut du chariot pour me permettre de décaler la rampe. Allez, on essaye ça. Ici, j'arrive à faire basculer le chariot, mais pas assez pour déplacer la rampe. Mon père arrive avec une autre idée, celle de le sangler tout autour pour le soulever. Ça ne le soulève pas assez puisque c'est trop lourd, mais on décide de mettre des cales en dessous de la roue. Comme ça, une fois posé sur les cales, la roue ne tourne plus dans le vide et je vais pouvoir reculer. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et puis surtout, si vous avez regardé la vidéo et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Non, sérieusement, je suis déjà hyper content, on est quasiment 500 abonnés. Donc c'est déjà une belle évolution pour commencer, c'est déjà une première étape. Et bah, ça forcément, ça donne envie, hein. Ça motive pour proposer encore plus de contenu. Et puis comme dirait un de mes coéquipiers de football, qui va se reconnaître parce que je sais qu'il regarde les vidéos, qui va doucement, va loin. Allez, à la semaine prochaine, ciao.